Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, comédien et chanteur. Vous avez trouvé votre voix en prenant beaucoup d'autres et toujours avec des dessins animés de bonnes intentions, celle de faire le bonheur des petits et des grands enfants. Bonjour Michel Elias. Bonjour Jacques Pessis, merci de me recevoir. C'est un bonheur parce que je reçois plusieurs personnes en même temps. Vous êtes l'un de ceux qui prend le plus de voix dans les dessins animés et les séries qu'on voit à la télévision. On va en parler à travers votre parcours. Vous êtes dans l'actualité avec une série sur Disney+, qui s'appelle sur les Muppets Mayhem. On va en parler tout à l'heure. L'orchestre, oui. L'orchestre. Ah ouais. On va donc évoquer tout ça à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Et la première que j'ai trouvée, elle ne se rapporte pas à votre talent de prendre des voix, mais à vos débuts, le 29 mai 1970. Écoutez justement une autre voix. Moi, je faisais pas partie vraiment du sérail. On est passé... Jean-Michel Ribes. Les Fraises musclées, un spectacle mis en scène par Jean-Michel Ribes. Les débuts de Jean-Michel Ribes et qui débute également Michel Elias. Oui, en effet, accompagné d'Andrea Ferréol, de Philippe Corsan. Oui, et d'autres débutants qui s'appelaient Daniel Prévost, Maurice Rich, qui étaient aussi dans cette aventure. Avec des décors de l'immense Gérard Garouste. Ouais. Et oui, qui débutait aussi. Alors, cette pièce, les fraises musclées, je crois que c'est une suite de sketchs comiques. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est Jean-Michel a écrit de façon extrêmement prolifique, comme il sait le faire. Et on était plusieurs à interpréter des sketchs très différents. On a commencé au théâtre La Bruyère. D'abord au théâtre du Kaléidoscope. C'est l'inverse, mon cher Jacques, c'est l'inverse. En fait, au théâtre La Bruyère, ça n'a pas marché. On n'a même pas fait ce qu'on dit les 30 représentations. Et Jean-Michel, immédiatement, l'a repris au théâtre du Kaléidoscope, disons 3 semaines après, et on a joué plus de 360 représentations. C'est extraordinaire, parce que Ribes, il rêvait de théâtre depuis toujours. En fait, il avait un père bourgeois qui refusait, qui l'a mis dans une pension sinistre à jouer en Josas avec Michel Sardou. Et ils ont fait les 400 coups et finalement, il a réussi son pari au théâtre, Jean-Michel Ribes. Pari exceptionnel, c'est un génie. Alors, il y avait même, je crois, Julie d'Europe 1 dans cette aventure. En effet, Julie était présente et qui était une formidable comédienne qui arrivait de Saint-Étienne. Et j'ai adoré travailler avec elle. Alors tout ça a commencé pour vous, Michel Elias, parce que à l'école, vous avez rencontré Jean-Michel Ribes, Philippe Corsan et d'autres et la bande. Oui, exactement. En fait, Jean-Michel avait commencé auparavant en montant de l'Arabal. Il avait monté aussi une pièce de Ben Jonson. Déjà avec Philippe Corsan, et moi je venais en tant qu'admirateur de mes copains, et il sentait, Jean-Michel, que je voulais en être. Et voilà, donc ensuite il m'a appelé à monter sur scène. Le titre Les Fraises musclées, c'est moi. Ah bon? Oui. Racontez-moi ça. J'ai toujours adoré les mots, et donc les mots qui s'entrechoquent et qui veulent tout dire et rien dire à la fois, et qui se déclinent poétiquement, et ça a bien interpellé Jean-Michel, donc il a aimé ce titre, et voilà, Les Fraises musclées. Alors, si vous êtes remarqué par Jean-Michel Ribes, faut dire, Michel Elias, que déjà en classe, vous excellez dans l'animation, pas vraiment dans les cours. Oui, disons au lycée, effectivement, on avait un professeur de philo absolument formidable. Son nom va me revenir, Yves Le Tourneur, qui était pro-chinois. Il nous amenait le petit livre rouge, et forcément, quand on faisait des conneries asiatiques, voilà, on s'amusait bien avec ça. Mais oui, j'étais une sorte de bout en train, et puis mes études étaient un petit peu à la ramasse. Et finalement, c'est le spectacle qui m'a accueilli, le monde du spectacle et la scène surtout qui m'a accueilli. Oui, et à l'école, devant la famille et les copains, Michel Elias, vous preniez déjà des voix. Oui, en effet, j'aimais bien transformer la voix, mais tout ça vient de l'enfance. Je dis que tous les enfants aiment babiller et changer, se transformer, et ce sont les adultes qui disent maintenant ça suffit. Et moi, j'ai pas écouté les adultes. J'ai toujours voulu garder des sonorités, des sons que j'aimais reproduire. Et il y avait la radio que j'écoutais avec passion, et dans ces feuilletons de l'époque, j'écoutais des voix et des artistes formidables qui se prononçaient, des êtres comme vous avez peut-être rencontré, Jean-Marie Amato, oui. Par exemple, Furax. Ça, j'étais un assidu de cela, et ça me nourrissait formidablement. Et ça vous donnait déjà des voix? Alors,
Oui, oui, oui. On prenait les inflexions. Oui, oui, absolument. Je reproduisais comme parfois les artistes s'inspirent les uns des autres. Et donc, au départ, on reproduit et ensuite, on fait une création nouvelle à partir de cela. Mais il faut un don pour cela. Oui, un don au départ, mais ensuite, ça se travaille. On fait des gammes. Tous les matins sous la douche et ensuite sur scène. Alors, ça ne plaisait pas beaucoup à votre famille. Je crois que votre père était médecin et vous imaginez pas dans cet univers, Michel Elias. Oui, disons qu'au départ, effectivement, et dans des sketchs il pensait que ce n'était pas sérieux. Et en fait, ne pas être sérieux, c'est quand même la plus belle des choses. Donc, ces premiers spectacles, et aussi le Club Med auparavant, avec des rencontres comme Arcadie, Diane Curis, pour lui, en tant que médecin et homme tellement engagé humainement, il trouvait que c'était pas suffisant. Et puis ensuite, j'ai été appelé justement pour Godspell, la comédie musicale. On va en parler tout à l'heure, mais surtout, j'en reviens à l'école. Vous passez le bac par miracle. Oula. Vraiment, miracle. Oui, miracle. Mais c'est le bac de 68. C'est-à-dire que je ne l'ai eu qu'à l'oral. Oui, alors. Donc à l'oral, j'ai réussi à l'avoir, mais vraiment, voilà. Comme ça, pure chance. S'il s'était agi d'écrit, eh bien, mais là, j'ai pu parler avec ma voix ou mes voix. Par exemple, j'ai pris espagnol en 3e langue. J'avais jamais fait d'espagnol, mais j'ai commencé à lire un texte. Et avec l'accent, où je suis assez bon sur les accents, mais le prof m'a mis d'emblée un 14 qui m'a permis de passer. Voilà, le miracle de la voix. Voilà. Et alors ensuite, vous êtes parti 1 an au Club Med comme Géo. Comme pourquoi? Et comment c'est venu? Eh bien, en fait, à cette époque, il y avait le club qui voulait engager des artistes, non pas uniquement pour l'anime traditionnel de Géo, Yukaidi, Yukaida, mais aussi pour une partie un petit peu plus artistique. Ils appelaient ça le forum du Club Med, et Arcadie, qui revenait de sorte de camp scout où il avait quand même monté pas mal de choses. En Israël, il était dans un kibbutz, oui. Exactement, c'est ça. Et Arcadie m'a engagé parmi d'autres. Voilà. Et on a commencé à dire des textes de Lorca, de Vian, des croisières poétiques. Mais j'allais aussi dans l'équipe d'animation pour faire le con un petit peu. Et le club voulait vraiment m'engager à part entière. Mais je pensais qu'il fallait quand même revenir sur Paris, parce que c'est là que tout se passait véritablement. Oui, vous faisiez des imitations déjà des voix au Club Méditerranée, vous amusiez la galerie? Oui, par exemple, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le grand honneur de présenter à vous ce soir. Vous le faisiez. Voilà, je le faisais, effectivement. Alors, le problème, ce sont les cours de comédie, parce que finalement, vous êtes presque un autodidacte, vous avez pris des cours de comédie, mais en passant, Michel Elias. Oui. Par-ci, par-là, je grappillais, mais il est vrai que l'étude, j'ai étudié vraiment à ma façon. C'était surtout des rencontres, mais l'assiduité au cours, c'était pas trop mon truc. Et ensuite, ce sont vraiment les rencontres avec des maîtres, avec des metteurs en scène, avec Geneviève Serrault, avec les Américains sur Godspell. Ça m'a nourri de façon différente. J'ai toujours laissé de côté, disons, l'éducation scolaire, trop scolaire et trop traditionnelle. Vous avez démarré sur le terrain. Alors, il y a eu des feuilletons de télé. La première télé, d'après ce que j'ai retrouvé, Michel Elias, c'est une série oubliée qui s'appelle Christa. Oh mon Dieu. Vous avez fait une apparition. Marcel Moussy avec oui. Philippe Corsan jouait dedans. Ouais. Je crois même que Jean-Michel Ribes avait des petits rôles dedans. Oui, Christa, j'étais... Oh là là. Mais ça, je sais pas, on ne trouve aucune trace de Christa aujourd'hui. Hein. Oui, je pourrais peut-être exhumer du fond de quelque chose. J'apparais derrière une fenêtre, je suis en peignoir. Voilà. Sans grand intérêt. Mais il fallait faire ces classes aussi. Il fallait commencer à tourner. Exactement. Alors, il y a une autre série, en revanche, un autre film qui vous a marqué, qui a marqué le public, c'est Avoir 20 ans dans les Aurès, qui est un film sur la guerre d'Algérie qui a été primé à Cannes, Michel Elias. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Il se trouve que juste après le Club Med, René Vauthier, le réalisateur, cherchait un groupe de comédiens ayant déjà suffisamment de complicité pour créer un groupe de ces soldats bretons là. Pendant la guerre d'Algérie. Oui. Et il y avait une femme, Yvette Tabac, qui avait travaillé au club et qui avait vu les fraises musclées.
et qui avait vu les Fraises Nucléaires et a donc dit à René Vauthier, je pense qu'il est intéressant d'aller voir cette pièce, et dans cette pièce, tu trouveras ton bonheur, effectivement. Il a engagé pas mal de comédiens qui jouaient dedans. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je me suis trouvé engagé. Et je sais que Bernard Fresson, qui devait jouer le rôle majeur du lieutenant, en fait, n'a pas pu jouer parce qu'il était avec nous. Enfin, il partait sur autre chose, et il a cédé son rôle à Philippe Léotard. Et ça a été une rencontre. Enfin, moi, j'ai une vie de rencontre. C'est un personnage, Philippe Léotard, trop disparu. Bouleversant, magnifique, généreux. Généreux, qu'est-ce que ça veut dire pour un comédien? Quand on joue avec lui, eh bien en fait, il joue avec vous. Il joue pas uniquement pour la caméra, en se foutant de vous. Il y a eu quelques belles rencontres comme ça, et Léotard était un de ceux-là. Pour ce film donc qui a été récompensé par le Grand Prix de la critique à Cannes, et qui a été la base de polémique. Certains disaient que c'était pas du tout la vision de la guerre d'Algérie, d'autres que c'était le meilleur témoignage. C'est l'un des premiers films sur la guerre d'Algérie. Oui. Et il y en a eu d'autres. Et puis il y a eu d'autres choses pour vous, loin de la guerre d'Algérie. C'était un autre combat, et on l'évoque à partir d'une autre date, le 1er février 1972. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Elias. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Michel Elias. Vous connaissez forcément sa voix ou ses voix, puisqu'il en prend beaucoup. On va l'évoquer dans cette émission, notamment les Muppets, puisque les Muppets sont de retour sur Disney+. Et on va évoquer ça tout à l'heure. Mais on en revient à votre carrière, d'abord de comédien, et puis de chanteur à travers une première date importante pour vous. C'est un premier, justement, 1er février 72, à Paris, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, première de cette comédie musicale. Tu veux sauver le peuple, mais quand vas-tu le faire? Le peuple vrai, le peuple, et pas les dignités. Godspell, spectacle de légende, Michel Elias. Jacques Pessis, vous me faites un immense plaisir, et je suis extrêmement ému. Godspell pour moi, mais pour nous tous qui avons joué ce spectacle, c'est quelque chose d'à part, d'exceptionnel. Nous restons toujours liés par ce spectacle qui nous a fait jouer quelque chose d'impalpable, d'incroyable, sur le plan de l'émotion, sur le plan de l'amitié, sur le plan de la transmission. Voilà, donc on est engagé, une audition sur, je sais pas, 1000 artistes. Voilà. Et il devrait pouvoir trouver une troupe, un groupe de 10 personnes. Et nous passons audition sur audition pour reformer des groupes qui peuvent s'interpénétrer. C'est une mauvaise image, pardon. Voilà, être les uns avec les autres, comme dirait. Voilà. Et puis, on se retrouve finalement avec Bernard Calais, que vous venez d'entendre chanter, et puis Kazuko, et puis Grégory Ken, et puis Daniel Auteuil. Qui débute. Oui. Et Dave qui débute aussi. Et Dave qui débute aussi. Et Armand Altaï aussi. Et Armand, voilà. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et nous chantons. Alors, notre premier rendez-vous avec l'équipe américaine qui nous met en scène. Oui, car au départ, c'est un spectacle off-Broadway créé l'année d'avant. Annie Farg, la productrice de Hair, en fait, voyant Hair être un petit peu sur son déclin, veut trouver absolument de nouveaux spectacles et entend parler du courant Jésus. Et Annie Farg prend les droits de non seulement Godspell, mais également Jésus-Christ Superstar. Avec Anne-Marie David, qu'on a reçu voici quelques jours. Exactement. Et donc Godspell est créé. Et donc Godspell est créé au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Ce qui est drôle, c'est que parallèlement à cela, il y a Superstar, et Superstar ne marche pas. Et Annie vient nous voir tous les soirs au théâtre, et en fait, nous marchons, et elle nous fait la gueule, parce qu'elle avait investi beaucoup plus sur Superstar. Mais en tout cas, nous marchons, plus de 500 représentations avant les tournées, et nous chantons, nous travaillons avec les Américains. Les répétitions sont vraiment très, très prenantes. Et formidable. Il faut savoir que Godspell, au départ, c'est une transposition de l'évangile selon saint Matthieu, qui raconte l'histoire d'une communauté autour d'un Jésus des temps modernes. Oui, exactement. C'est une adaptation. Et le mot Gospel, on ne le sait pas assez, il vient justement, c'est évangile, et c'est un mot d'origine grecque qui signifie bonne nouvelle. Oui, mais c'était nous. Mais à l'époque, c'est une révolution parce que finalement, c'est une nouvelle forme de comédie musicale qui arrive en France et que personne n'avait vu venir. On sortait de l'opérette. Exactement.
Oui, c'est tout à fait ça. Godspell, c'est l'appellation ancienne parce que il y a aussi gospel, gospel song. Mais ils avaient l'appellation un petit peu surannée pour déterminer un petit peu les racines que vous venez de citer. Et en tout cas, le travail de chant avec eux était fabuleux. L'orchestre était avec nous sur scène, dont le système Krapucci, Gérard Kawczynski, qui était avec nous, qui a été un des meilleurs des guitaristes de Dutronc. Voilà, enfin des gens passionnants et passionnés. Et finalement, cette comédie musicale a ouvert la voie à beaucoup d'autres aujourd'hui. Mais oui. Exactement. Et vous n'avez pas arrêté en si bon chemin, puisqu'après Gospel, il y a eu autre chose. Jouant en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant, en avant, jouant. Eh ben ça, c'est la Révolution française d'Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg. Eh oui. Au départ, c'est un album avec notamment Antoine qui chante et quelques autres, et Schoenberg aussi qui chante, et ça devient un spectacle au Palais des Sports où vous allez être aussi à l'affiche, Michel Elias. En effet, dans le rôle de Talleyrand, spectacle au départ mis en scène par Michel Deray, assisté du grand Francis Morane. Et en fait... Bon, Michel Deray était obsédé par la scène de Valmy, où il y avait tous ces mouvements de troupes énormes sur la scène du Palais des Sports. Et en fait, mon tableau, à moi, qui jouais Talleyrand, il s'en occupait guère. Donc, je me suis dit, jusqu'à la veille du spectacle, qu'il fallait que je me le répète à moi, mon petit numéro du serment de Talleyrand, entouré de Daniel Balavoine, d'ailleurs, qui faisait mon choriste, entre autres. Et puis, je me suis retrouvé, je filais au parc de Sceaux, que je connaissais bien, et entre deux écureuils et 3 marronniers, je me suis répété ma scène et j'ai joué pour la première fois sans avoir répété devant Michel Deray véritablement, sur une salle de 5000 personnes quand même. Et ce serment de Talleyrand a eu un gros succès. Voilà, c'est très éprouvant de chanter devant une salle comme ça. Oui, mais en même temps, la Révolution française, on l'a un peu oublié aujourd'hui. Ça a été un événement, une révolution dans tous les sens du terme. Une comédie musicale à la française, personne n'y croyait. Boublil et Schoenberg, personne ne les connaissait en comédie musicale. Et tout le monde avait prédit que ça ne marcherait pas. Et non seulement ça a marché au Palais des Sports, mais ensuite à Mogador. Exactement. Mogador, c'était aussi un lieu complètement différent entre le Palais des Sports et moi qui n'avais pas forcément l'habitude de passer d'un lieu à un autre. Je venais aussi de petits théâtres. C'était assez formidable à jouer, malgré les remplacements de rôles. Donc en fait, Christian Delagrange est venu chanter aussi, avec une putain de voix quand même, ouais. Christian. Et devant cette salle, enfin, j'ai été très heureux de jouer, mais j'ai été appelé ailleurs et j'ai dû rendre mon rôle. Parce que j'étais appelé à Chaillot pour un spectacle répété 1 an qu'on n'a jamais joué. C'est pas vrai. Si. C'était quoi? 1 an de répétition, ça s'appelait Tabarin, le battleur du Pont-Neuf. Ouais. Adaptation de Geneviève Serrault, la mère la femme de Jean-Marie Serrault et la maman de Colline Serrault. Adaptation en vieux français avec un metteur en scène roumain qui s'appelait David Esrig. Oui. Nous avons joué avec Henri Virlejeu, nous avons répété, 1 an avec Henri Virlejeu, avec Gérard Depardieu, avec Jean-Claude Dreyfus, avec Catherine Lachasse. Et finalement, on n'était jamais prêt. C'est-à-dire que ce metteur en scène, c'est un petit peu comme dans l'amour, quand on n'arrive pas à aboutir. Il fallait toujours jouer d'autres scènes, de nouvelles scènes. En tout cas, là, j'ai appris énormément de choses, et notamment un travail de commedia dell'arte. Le travail de masque, c'est ce que je fais tous les jours quand je joue ma voix ou mes voix, c'est-à-dire que j'incarne des personnages. La voix n'est pas la voix, elle n'est pas intéressante si elle n'est pas incarnée. Et il y a eu une 3e comédie musicale qui a compté dans votre biographie. Monsieur Magritte en vaut bien 3. Sur ce bateau, il est à l'étroit. Monsieur Magritte, sacré Alors, souillon. autre comédie musicale mythique, Mayflower, écrite par Guy Bontempellier et Éric Chardin. Je crois que c'était le spectacle de leur vie. Ils ont mis des années à l'écrire. Et là, vous avez un grand rôle, Michel Elias. Oui, un des premiers rôles, Monsieur Magritte. Et effectivement, qui fait partie de cet équipage de sacs et de cordes qui devait traverser
la mer pour ensemencer cette nouvelle terre à tous les sens du terme. Oui, avec des compagnons formidables. Enfin, il y avait c'était quand même une grande famille, si j'ose dire, puisque Eric Chardin avait imposé Stone, qui a rencontré son nouveau mari Mario Dalba. Et oui. Et quant à Eric Chardin, il a rencontré sa future femme Pascal Rivaux dans ce spectacle. Oui. Voilà. Et il y avait également Patrick Topalov qui jouait, et Roland Magdan et Grégory Ken qui étaient également à l'affiche. Oui, en effet. Et c'était une histoire incroyable parce que vous avez joué la première aux États-Unis. Oui. Ça, grande première à Washington, devant tout un aéropage. Gerald Ford, qui est venu ou pas, je sais pas, on l'a pas rencontré, mais enfin, on a dit qu'il était là. Président des États-Unis, oui. Oui, merci. Le voyage s'est fait en compagnie de Michel Drucker, oui. Voilà, qui nous a accompagnés. Il a toujours été proche des créations assez décalé et barge d'Eric Chardin et fidèle à Eric jusqu'au bout d'ailleurs. C'était une expérience formidable parce qu'aux États-Unis, lorsqu'on vient travailler, il faut engager aussi des Américains, et ce que le producteur n'avait pas fait. Donc on veut commencer à jouer, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas les équipes nécessaires. Donc Charles Tallard a dû réengager des équipes techniciennes qui sont restées dans un coin, mais pour que les Français puissent travailler. Et on a commencé le spectacle et les micros ne marchaient pas. Parce qu'on avait tous des micros HF. Et donc on a dû nous passer des micros à fil. Et je vous raconte pas les chorégraphies. Pour chanter et danser avec des micros à fil, c'était quelque chose. Voilà. Enfin, vous avez appris une fois de plus d'autres choses sur ce métier et vous avez continué d'exercer avec le corps et avec la voix. Et il y a une autre date récente qui est importante, on va expliquer pourquoi. C'est le 27 janvier 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Elias. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Elias. On a parlé de vos débuts de comédien, des comédies musicales. Vous avez été à l'affiche, comédie musicale mythique. Nous parlerons tout à l'heure des Muppets qui sont de retour à la télévision avec le Disney+. Et là, j'ai trouvé une date étonnante. Le 27 janvier 2020, sortie d'un film quand Harry épouse Meghan. Et qu'est-ce que vous jouez comme rôle? Le prince Charles, le nouveau roi. Ça, c'est quand même étonnant. En effet, et j'ai découvert le comédien, je trouvais, incarnait Charles de façon formidable. C'était une dramatique télévisée. Oui, j'ai été choisi par une directrice artistique, Marie Dognaud, qui m'a accordé sa confiance. Je fais... contrairement à ce que l'on peut penser, je fais assez peu de doublage. On m'appelle surtout pour des choses un peu spécifiques, un peu barrées, un peu déconnantes, avec des voix dans tous les sens. Mais sur les rôles sérieux, on m'appelle moins. Et là, j'avais quelque chose à remplir avec surtout un comédien qu'il fallait servir. Il fallait aller à sa rencontre. Ça, j'ai adoré faire ça. Mais jouer le prince Charles qui n'est pas encore roi, c'est une technique particulière vocale ? Non, en fait, il faut rencontrer le comédien. Il faut rencontrer ses regards et son souffle et son rythme. Je n'ai pas à transformer ma voix. Je dois aller à la rencontre de ses émotions. Voilà. C'est ça le doublage. Hein. Alors le doublage et surtout les voix, ça a commencé au Club Med quand vous avez été repéré par une comédienne qui faisait ce qu'on appelait encore de la synchro, Michel Elias. Eh ben, oui. Elle s'appelait Elena Manson. Oui. Incroyable. Elena Manson, effectivement, elle me dit, vous ou toi, j'étais Géo, tout le monde se tutoyait, tu devrais faire du doublage. Et pendant un temps infini, je me suis retrouvé sur les plateaux à faire que des ambiances. Les ambiances, c'est quand il y a des cris des gens aux voleurs. Par exemple rien, enfin, la foule qui fait « oh, ah ». Et il n'y a rien de plus difficile que de remplir ces émotions-là pour être vrai. Et on attend d'avoir des vraies phrases à dire, des choses, et puis on s'emmerde, quoi. C'est ça. Mais on voit les autres travailler. Donc voir les autres travailler, c'est enrichissant. Et on apprend comme ça, et on travaille en proximité de Jean-Claude Michel, de Roger Rudel, des gens comme ça. Et de Roger Carrel ou Micheline Dax, qui étaient vraiment les maîtres du genre avec Gérard Hernandez, qui se faisaient des blagues sans arrêt. Je ne sais pas si vous savez, mais Micheline Dax, c'était vraiment... dès qu'il y avait une blague à faire, c'était Micheline Dax qui en était la victime par Roger Carrel. C'était son souffre-douleur. Oui. C'était une tradition.
Et en fait, ces grands-là, au départ, il fallait être adoubé par eux. Et quand on est un petit peu trop jeunot, eh bien, on attend d'être reconnu. Voilà. Donc vous l'avez vu travailler, vous avez appris finalement la technique en observant Carrel, Hernandez et les autres. Exactement. Oui, c'est ça. Ce sont des transmissions magnifiques. Le plus proche a été vraiment Roger, qui était d'une générosité et d'un accueil était le plus humain, je dirais. Ensuite, on a commencé à me donner des petits rôles, des bouts de phrases. Par exemple, je crois que c'est dans Amarcord de Fellini. Il y avait une sorte de personnage un peu difforme qui traversait la place du village et je lui ai donné. Quand il y a des voix comme ça, il fait ça. Mais ça a plu. Il n'était pas donné de cette façon-là dans la version originale, mais moi j'ai eu envie d'inventer. Et en fait, cette envie d'inventer, c'est ce qui me nourrit. Voilà. Mais inventer des voix parce que vous avez fait beaucoup de dessins animés. À chaque fois, il faut inventer une voix différente en fonction du personnage, Michel Elias. Oui, tout à fait. C'est ce que je fais dans les Muppets. Je ne reprends pas forcément la même voix que l'original. Je vois ce que cela m'inspire et en accord avec la direction artistique et Disney. Voilà, je fais des propositions et ça va dans ma gorge et dans mon souffle et dans mes narines et dans mes oreilles et je sors des sons bizarres. Voilà. Et il y a un personnage qui a marqué les générations et qui continue à marquer les générations. C'est l'histoire de la vie. Le Roi Lion et Pumba. Pumba, c'est Hakuna Matata. Ça veut dire pas de souci. Eh oui. C'est venu comment Pumba? Eh bien, Fred Taïeb, vraiment, Dieu ait son âme, m'a proposé. J'ai fait des essais, comme nous tous, nous faisons des essais. Et finalement, après ces essais, j'ai été choisi. Mais je suis revenu frapper à la porte quand même en disant, mais ce personnage chante. S'il chante, j'aimerais aussi faire des essais. Car contrairement à ce que l'on peut croire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a le rôle parlé qu'on a le rôle chanté. Et oui, mais ceux qui vont chanter le rôle, ils sont déjà prévus. Oui, mais je voudrais faire des essais tout de même. Alors, donc j'ai un peu insisté et j'ai eu également le rôle chanté. De Pumba. Et c'est vrai que Pumba a marqué les générations. Et vous a marqué aussi, Michel Elias. Mais vous savez, c'est un personnage qui rote et qui pète, donc moins content. Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, le Roi Lion, on pense que c'est une histoire originale. En fait, c'est une adaptation du Hamlet de Shakespeare et une relecture occidentale du manga Le Roi Léo d'Osamu Tezuka, adapté en film en 1965. Il y a des similitudes entre le Roi Lion et ces textes-là. Oui. C'est étonnant. Oui, et c'est extrêmement éprouvant lorsque le rôle du méchant est joué par Jean Piat. Ça, c'est absolument exceptionnel ce qu'il fait et qu'il parle et qu'il chante. C'est une des parties du film les plus fracassantes. Et regarder le film lors de sa première projection au Grand Rex avec une salle pleine de mômes, c'est aussi quelque chose d'invraisemblable comme ressenti. Et puis Michel Elias, vous avez joué beaucoup d'autres choses. Alors, il y a une série qui est la première série récurrente de Disney à la télévision, qui est la bande à Picsou, et vous avez joué Donald. Oui, j'ai fait Donald comme certains de mes camarades, oui. mais je faisais un Donald qui était trop parlé pour certains. C'est-à-dire que cette articulation donaldesque, je fais des sons. Mais je me rattrapais aux branches pour parler de cette façon. Bon, donc c'était pas la vraie voix, tant et si bien que d'autres comédiens se sont venus, notamment je crois que c'est Sylvain Caruso, oui. qui l'interprète remarquablement. Il est très habile, il est bon comédien. Mais vous savez, dans nos métiers, les rôles ne nous appartiennent pas. Par exemple, lors du premier long métrage des Muppets, on m'a attribué le rôle de Kermit, oui. que je n'ai plus fait ensuite. Et on m'a donné Piggy. Et ensuite, voilà, donc c'est comme ça dans nos métiers. Oui, mais Donald, en plus, son créateur, il s'appelait Clarence Nass, il faisait de la publicité pour le lait. Un jour, il a fait une audition, Disney l'a repéré, et il a fait la voix de Donald pendant 50 ans. C'est extraordinaire. Oui. Mais c'est très particulier, de prendre le ton de Donald, il faut vraiment, c'est instinctif.
Ce sont des momeries au départ. C'est-à-dire, on s'amuse avec sa bouche, avec ses sons. On fait des proutes dans le micro, et puis on s'amuse. On imagine comment si Donald est un irascible de Funès à sa façon, on s'amuse avec les joues, avec tout ça. C'est le corps qui parle, bien sûr. Il y a eu le Grand Schtroumpf aussi, Michel Elias. Alors le Grand Schtroumpf, c'est magnifique parce que j'ai fait un Grand Schtroumpf à cette époque, un petit peu Michel Simon, que ça avait beaucoup plu à Peyo, parce que c'est une rencontre, encore une fois, avec Peyo. Et puis pas que, Franquin, et puis je vous raconte pas les déjeuners avec ces messieurs-dames. Grande rencontre avec Michel Legrand qui m'a envoyé une cassette avec la voix des Schtroumpfs. J'ai un document sonore incroyable. J'ai fait le Schtroumpf au Grognon également. Mais le Grand Schtroumpf, j'avais cette proposition comme ça, qui chantait aussi de cette façon. Et ensuite, il y a eu d'autres Grands Schtroumpfs qui sont devenus autre chose. Mais au départ, j'étais vraiment adoubé par monsieur Peyo lui-même. Alors il se trouve que l'origine du mot Schtroumpf, ça reste un mystère. Peyo a souvent dit qu'il déjeunait avec Franquin et qu'il dit passe-moi le Schtroumpf ou lui passe-moi le sel. Et d'autres prétendent que dans l'intimité, Madame Franquin aurait appelé le sexe de son mari le Schtroumpf. On ne sait pas quelle est la vérité. Vous en savez des choses, Jacques Pessis. Alors il y a eu aussi autre chose, c'est Kirikou la sorcière qui a été un événement pour vous. Alors Kirikou, c'est une rencontre vraiment une des plus fortes rencontres que j'ai eues dans ce métier. Je connais en fait, j'ai travaillé avec Michel Oslo depuis 42 ans, avec son film Les Trois Inventeurs. Les Trois Inventeurs, je suis appelé par une petite maison de production et je rencontre ce Michel Oslo qui me dit, voilà, il faut faire des voix sur des personnages qui sont dessinés, découpés dans... Vous savez, ces sortes de... Lorsque vous achetez une tarte chez le pâtissier, il y a une sorte de petits plats en dessous, comment dirais-je, c'est... En carton, oui. En carton découpé, oui. Voilà. Et il avait découpé là-dedans des personnages qu'il animait. Et il m'avait demandé de créer des voix sur ces personnages-là qui se parlaient, la bergère et le ramoneur, ou enfin des petites histoires d'amour et de sensibilité. Et puis, ensuite, le temps passe, des années se passent, et je rentre chez moi un beau jour, et je trouve un fax, excusez-moi du terme, par à l'ancienne, d'un certain Michel Oslo en disant... je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je suis en train de créer, et je lui réponds immédiatement, cher Michel Oslo, je me souviens parfaitement de vous, puisque en fait je pensais à vous la semaine passée. J'étais à Bali, je voyais du théâtre d'ombre avec des animations de personnages découpés, et ça m'a fait immédiatement penser à Michel Oslo. J'ai retrouvé Michel Oslo pour faire des essais sur des animaux, des bruits et des sons d'animaux. Il y avait notamment un phacochère. Je dis, mais je viens de faire le phacochère pour Disney. Il dit, mais ça n'a pas d'importance. Créez ce que vous voulez. Je suis à votre écoute. Et ça a été donc une rencontre très très forte sur ce film qui m'a époustouflé. La projection au cinéma des cinéastes avec une salle remplie à 90% de familles africaines qui étaient tous des petits Kirikou, qui voyaient cette projection de Kirikou. Moi, j'avais les larmes aux yeux, bouleversé d'émotion sur ce film, et c'est cette rencontre, et Michel Oslo m'est extrêmement fidèle, il me rappelle à chaque fois sur ses autres films. Ça fait 1 million d'entrées, ça a beaucoup aidé la fiction et le dessin animé, et puis il y a eu aussi une autre performance que vous avez réalisée. Télétactica dans Recréa 2, où vous faites plusieurs personnages en même temps, ce qui est aussi une performance, Michel Elias. Oui, je fais un très 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 gros, un crodogang, un méchant. Et puis je fais des petits personnages. Alors, la création de Télétactica, c'est quand même les films Champeau. Albert Champeau, c'est un formidable personnage qui a créé le personnage de Jean Mineur. Oui. Jean Mineur Publicité, dessinateur, et Olivier Champeau, son digne fils qui est à la tête d'un patrimoine invraisemblable dont il ne sait trop que faire véritablement, parce que ça c'est une mine géniale. Voilà, donc petite maison familiale, les films Albert Champeau, qui travaillait beaucoup dans la publicité et dans les créations de séries.
Là, on vient d'entendre Julie Bataille qui chante le générique, qui chante magnifiquement. Et j'ai adoré travailler avec cette famille, quoi. Vraiment. Et prendre plusieurs voix en même temps, c'est pas évident. Ben non, c'est pas évident, mais surtout lorsqu'il faut enchaîner l'une sur l'autre, aller vite. Mais je suis peut-être pas. Je suis peut-être un mec bizarre, mais en tout cas, quand on aime, on ne compte pas. Enfin, voilà. Eh ben nous aussi, on va enchaîner avec une autre date, le 10 mai 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Elias. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Elias. On a évoqué votre parcours de comédien, Godspell, les premiers dessins animés, les voix que vous prenez dans ces dessins animés à merveille et instinctivement. Et puis le 10 mai 2023, Disney+ commence la diffusion de 10 épisodes inédits d'une nouvelle série des Muppets, The Muppets Mayhem. Alors, les Muppets Mayhem, Michel Elias, c'est un groupe de rock. Ce sont des Muppets, mais ils sont 5, je crois, et ils ont pour mission de sauver une maison de disques qui se porte mal. Alors, ça chante, ça bouge, c'est extraordinaire. Alors, la partie chantée est gardée en version originale, et c'est tant mieux, parce qu'ils sont extraordinaires. Et on m'a attribué des rôles que j'avais déjà interprétés par le passé dès qu'on a fait appel à moi sur les Muppets, comme voix complémentaire. Alors lui, le batteur, c'est Animal. C'est un personnage fou, complètement barge, qui me va bien et que j'adore interpréter. Le chef d'orchestre, c'est Dr. Teeth, Dr. Dent. Qui lui est un personnage qui il swing aussi beaucoup, il y voit un petit peu par-ci par-là. Et on dirait Guy Lux quelque part. Comment ? On dirait Guy Lux quelque part dans sa voix. Eh bien, non, ce n'est pas Guy Lux, c'est Dr. Teeth, c'est beaucoup mieux. Oui. Voilà. Et puis lui, c'est Floyd Pepper. Sergeant Floyd Pepper, Qui lui est un bluesman, il est beaucoup plus comme ça, il swing aussi beaucoup. et j'ai eu, sur les premiers Muppets, quand même, à interpréter Janice, la bassiste, où j'avais fait une sorte de bardo, ça m'intéressait, ça me faisait rire. Et puis à présent, c'est Camille Donda qui la double. Il y a aussi un camarade qui s'appelle Michel Vignier qui joue dedans, mais c'est complètement dingue comme série. Alors, il faut savoir que ce sont 10 épisodes pour une première saison, où effectivement, il y a des chansons qui n'ont jamais été enregistrées par ce groupe, et il faut les sortir pour sauver la maison de disques. C'est l'histoire. Exactement, c'est ça. Et en même temps, s'il y a des épisodes, c'est que finalement, les Muppets, fidèles à leur esprit, ne travaillent pas autant qu'on le souhaiterait. Ben oui, mais en fait, ça fait partie de cette vie et de ce métier d'homme de la route, si vous voulez. Ils vont de ville en ville, ils essayent d'exister, mais les maisons de disques leur font confiance, ne leur font plus confiance. Enfin, ils vivent un drame finalement, il faut le dire, mais ils sont géniaux. Voilà. Il trouve que les Muppets sont avec des personnages réels, puisqu'il y a un fan, Et oui. il y a une manageuse, il y a même une influenceuse, ce qui est quand même nouveau dans l'univers des Muppets. Oui, sur les scénaristes ont vraiment pondu des belles choses, et puis c'est marrant comme tout. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas Kermit, que j'ai fait il y a des années. On voit pas des deux vieux. J'ai fait, dans les précédents épisodes, j'ai fait des vieux. Voilà, qui est avec Patrick Préjean d'ailleurs, qui fait mon comparse. Mais cet orchestre, moi je suis impatient de voir le résultat maintenant à l'antenne, en diffusion, parce que on a travaillé beaucoup vous savez, en doublage, on groupe les épisodes, les épisodes sur lesquels nos personnages sont impliqués, mais pas forcément sur tout. On n'a pas vraiment toute la continuité. Par ailleurs, il y a Disney préserve énormément la confidentialité de ce qu'ils vont produire ou de ce qu'ils ont produit. Donc on n'a pas le droit d'en parler avant la diffusion, et c'est tout à fait normal et respectable, parce que c'est l'époque actuelle et c'est comme ça, il faut préserver. Donc en travaillant là-dessus, on n'est pas forcément au courant de tout. Oui. Donc la direction artistique,
En l'occurrence, Nino Fratellini nous informe telle phrase où je vois pas à quoi ça fait allusion. Il dit mais oui, là c'est parce que machin et machine. Ah bon, donc on y va. C'est parti comme ça. Ouais. Alors justement, il y a aussi, selon la tradition des Muppets, les personnages Muppets et les personnages réels dans l'histoire. Oui. Parce que ça, c'est aussi une tradition importante chez les Muppets, Michel Elias. Oui. C'est vrai. Alors, je me demande ce que notre culture de chez nous, quelle va être la réaction sur des personnages X, Y, Z que nous ne connaissons pas forcément, dont nous n'avons pas la culture, mais on verra bien. Peut-être que ce sera alimenté par la presse pour mieux connaître tel ou tel personnage dans telle rencontre. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et en même temps, retrouver les Muppets, ça vous rajeunit. Souvenez-vous. Le Muppet Show en 75 débarque à la télévision grâce à Jacques Martin, parce que personne n'en voulait, et Martin l'a pris le dimanche après-midi à l'essai, et on a vu ce que ça a donné. Et vous vous êtes retrouvé, vous, dès le départ dans cette aventure, Michel Elias. Alors, est-ce que je me suis retrouvé véritablement dans... Ah oui, avec Kermit. Kermit était là déjà. Oui, mais Kermit, initialement, c'était Roger. Oui. Quand même. Oui. Donc, disons que la partie télé, c'était Roger, c'était Micheline Dax, c'était Francis Lax, c'était Gérard Hernandez. Oui. Ils ont travaillé également en improvisation extraordinaire pendant des années. Et puis, il y a eu le long-métrage. Oui. Et dans le long-métrage, les comédiens français ont souhaité, avec leur savoir-faire, négocier, disons, des contrats peut-être un peu plus conséquents. Ce qui était, à mon sens, la moindre des choses. La production a refusé. Et finalement, ils cherchent de nouvelles voix pour remplacer. Et moi, qui ne faisais pas tellement partie de ces familles-là, j'étais connu pour mes voix vraiment en pub, où je jouais de mes diversifications vocales là-dedans. Je fais des essais, et je suis choisi pour faire plusieurs personnages. Disons que la famille initiale n'a pas apprécié. Voilà. Moi, j'avais pas les clés de ces familles en disant qu'il faut être adoubé par ceux qui ont fait les voix initiales. Comment dire, si vous voulez, si par exemple Francis Huster joue Hamlet, il va pas aller demander la permission à un autre comédien qui a joué le rôle si jamais on lui demande de le remplir. Mais dans cette partie du métier, il fallait demander une sorte d'adoubement, ce que je n'ai pas fait. Et au départ, les relations entre nous étaient pas terribles. Néanmoins, j'ai été choisi pour faire des voix et faire une continuité des Muppets et d'autres comédiens comme Jean-Claude Dondat, il y a eu Perrette Pradier aussi sur Piggy, Roger Lumont, enfin voilà. Mais ces personnages finalement, on pense bien sûr à Roger Carrel et aussi à vous quand on pense à Kermit aujourd'hui. Oui, peut-être bien, c'est comme ça, mais il faut faire attention. Les personnages ne nous appartiennent pas. On est très heureux de les remplir parce que d'ailleurs j'ai une cassette magique de Jim Henson aussi qui me donne un cours de voix de Kermit. You twist your voice like this, you know. C'est un peu dans la gorge, avec des respirations comme ça. Et c'est intéressant d'essayer de se replonger là-dedans. C'est très fusionnel, notre travail. Bien sûr, mais Jim Henson, justement, c'est le créateur des Muppets. En fait, on ne le sait pas, mais en 55, il est à l'université en première année de marionnettiste et il crée les premiers personnages des Muppets en maquette et ensuite il crée les personnages dans Sesame Street. Et il est tellement important qu'il nous a quittés très tôt, mais l'université de Maryland où il a étudié, aujourd'hui, il y a une statue de lui avec Kermit au milieu de l'université. Ben oui, on peut. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué l'histoire. Oui, exactement. Et vous l'avez rencontré ? Malheureusement, non. J'ai pas rencontré Jim Henson, ni même Frank Oz. J'ai rencontré peu de personnages que j'ai doublés, pour lesquels j'ai travaillé. Mes rencontres, c'est surtout en France, que ce soit Michel Oslo ou des gens comme ça. Mais on a eu une communication téléphonique et il m'a testé un bref instant pour que je commence déjà des simples respirations de ce genre et pour lui c'était quasiment bon tout de suite quoi.
Il y a une chose importante dont vous parlez souvent et pour vous c'est essentiel, c'est le vol de voix, Michel Elias. Alors actuellement, on voit une déferlante d'intelligence artistique, artificielle. Et nous prenons l'intelligence artistique. L'intelligence artificielle, ce n'est qu'artificiel. Et pour développer l'intelligence artificielle, ceux qui sont derrière tout cela ont besoin de voler nos voix, nos phonèmes. Ils prennent des enregistrements que nous avons déjà effectués sur d'autres sujets, et pour ensuite les saucissonner et refabriquer des styles de phrases avec des sons, avec des voix, voilà, pour nous supplanter, pour nous jeter à la poubelle, pour coûter moins cher, réinventer autre chose. Et l'heure est assez critique. Moi, je suis membre d'honneur d'une association qui s'appelle lesvoix.fr. On regroupe presque 250 comédiens, c'est-à-dire que nous comptons sur la place de la francophonie, vraiment, et on brandit des étendards, on frappe aux portes de ceux qui nous dirigent, également du ministère de l'Éducation nationale, aux affaires culturelles. C'est vachement important. Oui, et c'est un combat que vous menez et qu'il faut gagner, parce que sinon, vous risquez, vous comme d'autres, de ne plus exister. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que nous, parce que dans des tas de domaines, cette intelligence, si elle l'est, a tendance à vouloir remplacer, mais le combat est très très important. Et vous le menez avec des gens sûrs qui veulent y arriver. Oui, l'association lesvoix.fr. Oui. Ça, c'est important. Alors, des voix, justement, et on l'oublie souvent, Michel Elias, vous en avez pris beaucoup par la publicité, parce qu'il y a des tas de pubs mythiques des années 70-90, ça va de la Pie qui chante à Michoko, en passant par... Salut, Jacques Pessis, ça va ou bien? Voilà. Oui. Et le nouveau Maltine, voilà, ce sont des pubs qui ont marqué une génération, et c'est vous aussi qui les avez réalisées. Alors, sur le Vomaltine, non, c'était l'agence business avec Thierry Ardisson. Qui débutait à l'époque. Qui débutait tout petit déjà, oui, il était talentueux. Il cherchait un skieur buriné, etc. Moi, j'étais persuadé qu'on cherchait ça, mais quand je vais au casting, moi, j'apporte mon matos. J'ai apporté un bonnet différent de celui qu'on prêtait, et puis je n'y croyais pas une seconde non plus, parce que je pensais qu'ils allaient prendre un vrai bon Suisse. Et puis, étant donné que je m'amuse bien avec les accents et les sonorités, finalement, j'ai été choisi. J'étais très heureux avec ça. On m'a demandé plein de trucs suisses après. Et même David Castello-Lopez fait des émissions où il est très relié à la Suisse. On dit, c'est quoi l'accent suisse? Et il a voulu me rencontrer pour parler de l'accent suisse. Mais il y a d'autres pubs qui ont été mémorables, parce que j'ai fait un parcours assez important dans les grandes années, que ce soit Michoko, effectivement, réalisé par Gérard Kravzik, quand même grand réalisateur, des voix de plein de personnages, même les voix de Fernandel sur l'huile d'olive Puget. Oui, et vous avez été choisi par le fils de Fernandel. Exactement, c'est son fils qui a trouvé que je faisais pas du Pasqua, j'étais le plus proche de son papa. Il y a eu un truc marrant sur qu'est-ce que j'ai fait sur les voix italiennes. Oui, j'avais fait sur les accents italiens aussi. On m'avait demandé, parce que dans le doublage, on m'a demandé de faire la voix de Jules César pour Astérix contre César, pour un acteur allemand qui s'exprimait en français. Il avait appris le rôle uniquement phonétiquement. Et j'aimais bien aussi faire la voix, parce que ça venait, j'ai été choisi parce que j'avais fait la pub « Vous me reconnaissez ?» la célèbre pub Benetton, qui était dirigée par Edouard Molinaro. Et il fallait trouver un accent italien là-dessus. Donc j'ai doublé Luciano Benetton. Pourquoi? Parce que Benetton, qui parlait très très bien français, il avait une voix, c'était une voix vénétienne, qui était une voix un peu aiguë, un peu perchée. Et pour les gens, il fallait une voix un peu plus enamorato. Voilà. C'était plus joli, voilà, pour ça. En tout cas, votre accent, c'est celui de la sincérité quand vous évoquez ce métier. Merci. Et puis, les Muppets, on va les suivre sur Disney+, avec ces 10 épisodes inédits, en attendant autre chose, bien sûr. Et puis, continuez ainsi, car grâce à votre voix, vous êtes devenu l'élu du public, Michel Elias.
Merci infiniment, Jacques Pessy. Merci, et puis à bientôt, et à bientôt pour d'autres voix, bien sûr. Hein. Mais certainement. J'en suis avec certain. plaisir. Merci. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.